Bonjour, bonjour. On va faire quelques petites balances dans un premier temps pour être sûr que tout fonctionne bien. Je demande à la régie si on m'entend bien, si on me voit bien, si on voit bien les slides. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes et à tous. Installez-vous. Euh, on me dit donc à la régie qu'on m'entend bien. C'est parfait. Bon, je vais attendre un petit peu que les retardataires arrivent. On a pas mal de monde qui s'est inscrit. Donc, je vais attendre au moins 5 minutes, le temps que tout le monde, oui, il y a beaucoup de gens qui arrivent, le temps que tout le monde arrive et s'installe bien. Impeccable. Alors, donc, pour ceux qui sont déjà là, c'est quelque chose que je vais répéter, mais tout au long de cette présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Normalement, dans l'interface de GoToWebinar, vous avez un onglet questions sur lequel en fait, vous pouvez envoyer votre question. Moi, je la reçois et je les lirai à la fin. L'idée de ce webinaire, pardon, c'est que il y a la présentation qui se passe sur la première partie et ensuite on va avoir des questions-réponses. Donc n'hésitez pas, même si vous avez une question qui apparaît pendant ma présentation, notez-la, comme ça moi je l'ai, et puis on adressera ça ensemble à la fin. Voilà, donc on a pas mal de monde qui est en train de rejoindre, c'est très bien. Voilà, je vais démarrer à 35, comme ça vous avez le temps d'aller chercher un café, d'aller chercher un verre d'eau. Bonjour Sophie, bienvenue à vous. Voilà, donc je vois bel et bien les questions, même si bon là c'était un bonjour, mais bienvenue à vous toutes et à tous. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez, bon, même si c'est pas des questions, si c'est des commentaires, n'hésitez pas à les écrire dans le champ qui est dédié à ça tout simplement. Voilà, alors ça se remplit, ça se remplit. Et donc, normalement, vous avez eu le programme. Alors, bon, je pense que je vais agrandir la fenêtre des questions parce que ça commence à arriver, mais c'est très bien, continuez. Alors, est-ce que je peux agrandir ça? J'ai appuyé là-dessus. Oh, qu'est-ce que c'est bien fait, bravo, GoToWebinar. Voilà. Bonjour Pénélope, bienvenue. N'hésitez pas à dire bonjour. C'est vrai que le contact humain est assez compliqué en cette situation de crise. C'est d'ailleurs pour ça qu'on organise ce webinaire de cette façon-là. Pour ceux qui sont des visiteurs, comment dire, habitués du salon e-marketing, vous m'avez certainement vu sur les années précédentes où je faisais cette présentation sur la newsletter sur l'année actuelle. Ah, c'est super. Bonjour à tous, bonjour Joël, bonjour Faustin, bonjour Daphné, bonjour Samuel. Bienvenue, bienvenue, installez-vous. Oui, donc c'est un rendez-vous annuel qui se passe d'habitude au salon e-marketing où je fais une petite rétrospective sur la newsletter sur l'année passée. Donc c'est ce que ça fait 5 ans, c'est peut-être la 6e année, non c'est la 5e année que je fais cette présentation-là. Donc bonjour Vincent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les chiffres de l'année passée jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a quand même des choses qui ont changé. On est souvent sur une bonjour Guillaume, on est sur des tendances qui augmentent en termes d'email, en termes d'utilisateurs d'email, etc. Mais il y a aussi certaines tendances qui changent et c'est intéressant de les noter et de les prendre en considération pour éventuellement adapter sa stratégie marketing. Donc oui, c'est un plan en 4 étapes avec en premier les chiffres de 2019 et de ce début 2020. En deuxième, les rappels qui sont, j'ai envie de dire, intemporels sur comment faire une bonne newsletter, comment vérifier sa base de données, les points importants en termes de design, en termes d'optimisation, etc.
les bons conseils, les bonnes pratiques. Et une partie que j'aime beaucoup, c'est un petit peu sur la prédiction. Quel est le futur de l'email marketing? Quel est son avenir? Et on va pouvoir déceler quelques pistes sur ce futur-là. Et en dernier, on va avoir quelques conseils sur cette situation de crise, cette communication de crise qu'on vit aujourd'hui. On sait que c'est pas facile, mais la newsletter, l'email marketing, ça reste quand même un des canaux sur lequel on peut continuer à travailler, qui d'ailleurs est pas mal en demande en ce moment. On a beaucoup de nos clients, par exemple, qui sont très actifs là-dessus, et on le voit en général. Ça reste un des canaux les plus utilisés, les plus actifs, même quand on est en télétravail. Donc, je regarde rapidement si on a pas mal de monde. Oui. Bon, j'avais dit 35, il est 36. Je pense qu'on va commencer. Ceux qui nous rejoindront en cours, n'hésitez pas. Alors, la newsletter en 2020, est-ce toujours d'actualité? On va y répondre ensemble. Donc, pour information, ce webinaire va durer à peu près 1 heure. Ça risque de dépasser un petit peu. On a pas mal de choses à faire, donc je vais essayer d'aller vite, de choses à voir. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai le double écran à droite, je peux les lire et y répondre rapidement. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les marketeurs agiles sont devenus les nouveaux leaders du digital. Pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, en fait, le problème pour les marketeurs, c'est que le pouvoir est passé des marketeurs au public. Ah, Marie-France n'a pas de son. Alors, Marie-France, à mon avis, vous pouvez peut-être euh, vous déconnecter, vous reconnecter. Normalement, ça se fait automatiquement. Vous n'avez pas grand-chose à faire. Ça va reconnaître vos écouteurs ou vos enceintes et ça va envoyer son directement. Donc oui, je disais, le public peut donc décider ce qu'il veut recevoir, où et quand. Et en fait, la multitude des canaux de communication aujourd'hui a créé un besoin pour pas mal de choses. Je pense qu'on peut le voir aujourd'hui. Le fait d'avoir des outils mobiles et disponibles avec toutes les personnes qui sont en télétravail ou qui n'ont pas forcément accès aux, aux, aux outils qui peuvent être installés en local sur un desktop, etc. Le fait de pouvoir se connecter depuis n'importe où sur votre solution, c'est important. Une usabilité exceptionnelle, en prenant toujours en compte l'idée qu'aujourd'hui on est en télétravail, ça peut être compliqué. Vous n'avez pas forcément une équipe IT qui est là juste à côté de vous, dans un bureau à côté pour vous aider. Technologie innovante, voilà, on est encore une fois dans une situation qu'on n'aurait jamais imaginé il y a quelques mois. Il faut que la technologie qu'on utilise puisse nous permettre de continuer à travailler dans des conditions comme celle-ci et des intégrations fluides. Quand on ne peut pas avoir accès en physique à quelque chose et qu'on veut récupérer l'information, c'est là où les intégrations prennent tout leur sens parce qu'on va pouvoir récupérer de l'information en envoyer directement d'un outil à un autre. Alors très rapidement, je ne sais pas si vous le voyez, le petit pin Signal of Marketers. Voilà, on n'est pas au salon, mais je l'ai mis quand même. Oui, donc Alexandre mentionne pour Marie-France de. Je vais peut-être écrire la réponse directement. Hop, et essayer de changer le canal de sortie audio. Voilà. Send privately. Allons-y. À tout hasard, est-ce qu'on pourra disposer de la présentation? Absolument, Daphné. Après le webinaire, vous aurez accès aux slides et aussi à la vidéo qui est enregistrée, si tout se passe bien, en ce moment. Donc, vous aurez les deux. Mais donc oui, Yana Love Marketers, pourquoi? Parce que, petit rappel, Yana Technologies, on travaille principalement avec les marketeurs. Ok, c'est bon, les problèmes de son ont été réglés, impeccable, allons-y. On travaille avec les marketeurs, on leur fournit des solutions technologiques en marketing digital et en communication. Une des grosses forces, c'est... Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes. Alors, attendez. Je vais faire la même chose. Changer le canal de sortie audio. L'avantage de Liana Technologies, en fait, c'est qu'on va avoir différentes solutions, toutes rassemblées sur le même socle. Et donc, l'idée d'avoir un identifiant unique pour passer de son site web à sa newsletter, à sa veille médiatique, c'est un gros plus aujourd'hui,
notamment quand on est en télétravail, on n'a pas forcément tous les post-it avec les mots de passe, etc., etc. Là, on a un identifiant, ça permet d'avoir accès à son écosystème digital. C'est sur le cloud, donc on peut y accéder depuis n'importe où. C'est conforme au RGPD. Les intégrations entre nos solutions, évidemment, sont fluides, mais on fait en sorte aussi de pouvoir s'intégrer sur n'importe quel autre système tiers. Et ça, on en parle pour le marketing automation, pour la veille médiatique, même des fois pour la newsletter, l'email marketing. Le fait d'avoir quelqu'un qui puisse vous aider, voilà, une assistance qui est là à votre disposition pour vous aider pour n'importe quelle question, ça fait vraiment la différence. Donc, alors, hop, je ne vais pas vous faire toutes les solutions Lianatech, mais vous pouvez aller sur notre site lianatech.fr ou le tout nouveau site lianatech.com en anglais. On va avoir la version française qui va arriver dans pas longtemps. Mais voici les différentes solutions qu'on peut proposer. Donc, il y en a presque de la distribution de communiqués de presse, CMS, de gestion de site, mailer, le sujet dont on va parler aujourd'hui, commerce, une boutique en ligne, il y en a moniteur de la veille médiatique, il y en a mobile, développement d'applications mobiles, il y en a SEM qui est un peu lié au sujet qu'on va aborder aujourd'hui, qui est le sujet du marketing automation, mais qui sera approfondi demain par mon collègue Samuel Plasman. Je ne sais pas si vous êtes aussi inscrit pour le webinaire qu'on va organiser demain à la même heure, mais qui là se concentrera plus sur la partie marketing automation. Ça fait un petit moment qu'on existe, ça fait 15 ans, on est présent à travers le monde, en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, on a plus de 3500 clients. Je ne vais pas vous faire tout le pédigré, mais en gros, ça fait un moment qu'on est là, on est un partenaire sûr, on est là pour rester. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé. Et je vous ai mis le hashtag pour les réseaux sociaux si vous êtes intéressé pour partager ça sur Twitter, sur LinkedIn, etc. N'hésitez pas en utilisant le hashtag Liana Evans. Alors, allons-y, notre plan de route. Donc, je l'ai un petit peu présenté pour ceux qui étaient là en avance. Première étape, l'état des lieux 2020. Deuxième étape, comment s'adapter. Troisième étape, l'avenir de l'email marketing. Et en quatrième, le bonus que je vous avais promis sur cette partie, situation de crise, communication de crise. Je vous ai préparé le top 3 des conseils que vous pourrez mettre en place en ce moment. Donc, l'état des lieux 2020, quelques chiffres. Allons-y. Première chose, les utilisateurs d'email sont en croissance constante. On a les chiffres depuis 2017 jusqu'en 2019-2020 avec des prédictions jusqu'en 2024. Vous voyez la courbe, elle monte, elle monte, elle monte. Depuis 2017 jusqu'en 2024, ça ne s'arrête pas. Et on prévoit une croissance entre 2018 et 2022 de 12%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre base de données, elle grandit. L'écosystème d'utilisateurs d'email dans le monde augmente. Vos bases de données vont augmenter. Les emails envoyés et reçus chaque jour. Depuis 2017 jusqu'en 2023, même chose, c'est-à-dire que le volume d'emails qui transite dans les tuyaux de l'email marketing et dans tout ce qui est email, c'est quelque chose qui est en constante augmentation. On prévoit une croissance entre 2018 et 2022 de 18%. Encore une fois, c'est quelque chose qui est énorme. Donc, on a les utilisateurs qui augmentent de 12% en 4 ans et on a le nombre d'emails qui augmente de 18% en 4 ans. C'est quelque chose qui est vraiment immense. Donc, sur la pérennité de ce canal-là, on va voir sur beaucoup de chiffres qu'on est sur quelque chose de vraiment prometteur, enfin qui l'est déjà, mais qui ne va vraiment pas s'arrêter d'ici peu. La fréquence de consultation des emails. Alors on se dit, bon, il y a beaucoup d'utilisateurs d'emails, c'est très bien, il y en a beaucoup qui sont envoyés, beaucoup qui sont reçus, mais à quel point ils sont lus? Donc, les chiffres qu'on a, donc ça c'est une étude par le Consumer Email Tracker de 2020, qui en gros montre, donc ce que vous avez en rouge, c'est les... alors, j'ai reçu une question pour tout à l'heure, ok, j'y arrive après. Combien de fois par jour est-ce que vos abonnés consultent leur inbox, donc leur boîte de réception, et leur dossier spam? Et c'est là où même moi, j'ai trouvé ça vraiment surprenant. C'est qu'aujourd'hui, donc en rouge, c'est votre boîte de réception, et en jaune, c'est le spam. Donc, la première colonne, ça va être, on vérifie ça une fois par jour, une fois par heure, pardon, ou plus fréquemment. La deuxième, au moins une fois par jour. La troisième, une fois par semaine. Et la quatrième, moins d'une fois par semaine. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a 95% des gens qui consultent leur boîte mail au moins une fois par jour. Bon, là, je trouve ça très, très, très élevé, mais je m'attendais à un chiffre comme ça. Par contre,
58% consultent leur dossier spam au moins une fois par jour, ce que je trouve énorme. Et pour ceux qui consultent leur inbox plus d'une fois par heure, on est quand même à 35%. Donc, il y a un intérêt pour le canal de l'email, de votre boîte de réception d'email qui est énorme. Ce qu'on va voir aussi, c'est le top 10 des boîtes email, des logiciels de réception d'email qui sont utilisés. J'avais montré le même graphe l'an dernier. Donc là, on y est un an après. Et on s'aperçoit que les parts de marché, en fait, se concentrent sur les acteurs principaux de plus en plus. Et donc, on voit comme en 2019 que Apple iPhone et Gmail restent en tête. Mais on voit que Apple iPhone a fait une énorme progression de 28% en 2019 à 37%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le logiciel de réception d'email le plus utilisé au monde pour lire un email, c'est votre iPhone, le Apple iPhone. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'email n'arrête pas d'augmenter, les gens consultent très régulièrement leurs emails et l'outil qui est le plus utilisé pour lire les emails, ça va être le téléphone, ça va être l'iPhone. Quelques chiffres sur l'évolution des tendances ou des habitudes en fonction de la tranche d'âge pour savoir quels sont en fait les appareils utilisés pour lire les emails qui proviennent de certaines marques, de certaines sites ou boutiques en ligne sur lesquels vous avez pu vous inscrire ou commander des choses sur votre boîte personnelle. Donc, en rouge, vous allez avoir la tranche d'âge de 18 à 34 ans, en jaune de 35 à 54 ans et en bleu-violet, 55 ans et plus. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que pour les tranches d'âge les plus jeunes, si je peux dire, donc de 18 à 54, on a le smartphone qui est vraiment devant. C'est-à-dire que 67% des 18-34 ans utilisent le smartphone pour lire leur mail, et même pour les 35-54 ans, 48%, qui est donc le device le plus utilisé sur cette tranche d'âge-là, sera le smartphone. Donc on voit que là, ces chiffres sont dans ça, oui, B2C, B2B ou les deux à la fois. Ça, ces chiffres-là, c'est plus en B2C, vu que c'est directement une étude faite sur des consommateurs qui ont été sondés. Je crois que c'est une étude qui a été faite au Royaume-Uni. Donc on voit quand même en extrapolant ça, que c'est du B2C, il y a un certain impact à avoir qui sera aussi sur le B2B. Les tranches d'âge 18-54 ans sont beaucoup plus enclins à utiliser un mobile. Et donc, ce qu'on voit, c'est que à l'avenir, plus on avance, plus en fait la part des gens qui vont utiliser le smartphone comme logiciel principal ou device principal pour lire un email va devenir importante. Donc clairement, le schéma de pensée, c'est l'email augmente, est en croissance. On en envoie toujours plus. Il y a toujours plus d'utilisateurs. Ce qu'on voit, c'est que les gens consultent très très souvent leurs emails et principalement, la tendance qu'on voit, c'est que on fait le switch de ordinateur de bureau à téléphone. Il y a quelques années, on regardait le téléphone en se disant ça monte, ça monte, ça monte. Il faut que ce soit inclus dans notre stratégie, il faut que ce soit quelque chose d'important. Mais là, on a passé un cap. C'est plus, il faut que ce soit pris en compte. Ça devient le canal numéro un. Donc, toute la réflexion de responsivité, du fait que vos newsletters, que vos communications soient disponibles sur mobile, là, on y est complètement. Quelques chiffres. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va ouvrir votre email? Les deux plus importants seront de reconnaître la marque et l'objet de la newsletter, le titre, le sujet. Donc ça, on voit pour les personnes qui reçoivent une newsletter, ça fait partie des deux choses les plus importantes qui vont les pousser à ouvrir une newsletter. Donc 55% considèrent que le fait de reconnaître une marque dans sa boîte mail, c'est le facteur numéro un qui va me faire ouvrir, qui va les faire ouvrir. Et 48% pensent à quel point c'est important que le sujet
soit de qualité pour qu'il puisse ouvrir. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir des changements Alors, je vois une question sur le RGPD. On va y venir. C'est noté. Oui, ce qui est surprenant, c'est que on parle souvent de vérifier quelles sont les plages temporaires sur lesquelles votre audience va être la plus réceptive pour recevoir une newsletter et avoir le temps de la lire. Mais on s'aperçoit que quand on demande en fait aux abonnés, que 52% considèrent que c'est pas très important de quand on la reçoit. Parce qu'en même temps, c'est vrai, à partir du moment où on la reçoit, peut-être qu'on la voit et on se dit, bon là, j'ai pas le temps. Mais si on reconnaît la marque et on reconnaît un titre accrocheur, on se dit, j'y reviendrai, faut que je fasse quelque chose, etc. Donc, c'est intéressant d'avoir ces données en tête. Mais clairement, la tendance, on va le voir tout au long de ce webinaire, c'est le taux d'ouverture refait surface comme étant la chose la plus importante cette année et sur toutes les stratégies, parce qu'il y a pas mal d'autres choses qui ont été mises à jour qu'on va parcourir ensemble. Et pourquoi est-ce que encore autant de marketeurs utilisent le canal de l'email marketing et de la newsletter? C'est tout simplement parce que l'an dernier, c'était déjà le canal numéro 1 en termes de ROI, avec 40 pour 1. Et en 2020, on a encore gagné. On est passé de 42 pour 1 à un euro investi. Donc, c'est un canal qui génère, qui est un des plus profitables en tout cas, sur la partie marketing digital. Ça, c'est quelque chose que j'avais démarré l'année dernière et je trouve que c'est très important parce que il y a les comportements, il y a ce qu'on veut faire, il y a comment est-ce qu'on peut réfléchir à s'adapter, etc. Et après, il y a la dure réalité de qu'est-ce qui est possible techniquement quand j'envoie une newsletter. Et on voit que sur ce côté-là, les idées et promesses qu'on avait l'an dernier sont arrivées à maturité et sont réelles aujourd'hui. Donc, on a deux choses. Sur Gmail et Outlook, on va avoir l'AMP, Accelerated Mobile Page Project, qui permet en fait de faire des choses qu'on pensait complètement impossibles dans une newsletter, c'est-à-dire de créer des actions complexes qui ne sont pas uniquement cliquer sur ce lien pour être redirigé quelque part, mais remplir un formulaire ou faire en sorte que vous puissiez remplir une invitation pour un webinaire, par exemple, ou faire un achat directement depuis l'email. Donc, il y a plusieurs façons de faire ça. Il y a l'AMP, il y a les Quick Actions de chez Gmail aussi. Donc ça veut vraiment dire que l'écosystème de l'email ou l'étendue des possibilités de ce qu'on va pouvoir faire au sein d'un email, on n'en est qu'au balbutiement. Ça commence vraiment à passer à la vitesse supérieure sur qu'est-ce que techniquement on peut faire. En fait, là, vous pouvez envoyer un email, faire en sorte que quand la personne clique dessus, automatiquement, elle puisse remplir dans l'email les champs d'un formulaire, cliquer sur envoyer et automatiquement c'est fait, au lieu d'envoyer sur une landing page, par exemple, sur lequel il y aura un formulaire qu'il faudrait ensuite remplir. Donc ça diminue le nombre d'étapes. Ce qu'on voit aussi, je suis sûr que vous l'avez vu, c'est sur Outlook, c'est sur Gmail, c'est sur Apple Mail. Maintenant, pour se désabonner d'une newsletter, vous n'avez plus besoin d'aller dans le pied de page ou tout dépend d'où vous avez mis le lien pour se désabonner. Pour se désabonner, sur Gmail, sur Apple Mail, vous avez un message tout en haut ou carrément dans l'interface qui propose est-ce que vous voulez vous désabonner de cet email. Donc ça rajoute énormément de puissance ou de pouvoir de décision à l'utilisateur, à l'abonné. Donc là, c'est du B2B, c'est du B2C, là, c'est pour tout le monde. De pouvoir se désabonner sans même parcourir la newsletter. C'est-à-dire, vous recevez quelque chose, vous voyez le titre, ça vous intéresse pas, vous reconnaissez même pas le nom, on se désabonne directement. Autre chose qui est très, très important et qui va, je pense, changer, mais de façon majeure, toutes les stratégies d'email marketing, c'est qu'aujourd'hui, les boîtes mail deviennent intelligentes. On l'avait déjà vu l'an dernier avec les onglets principaux, promotions, réseaux sociaux, etc., de Gmail par exemple. Mais là, ce qu'on voit, c'est des boîtes de réception type Gmail qui va pouvoir en fait analyser le comportement de l'utilisateur pour comprendre si certains mails l'intéressent ou pas, savoir si certains expéditeurs, donc marques, etc., qui lui envoient des
des newsletters, des mails, ils considèrent ces marques comme étant importantes. Et vous pouvez le voir sur Gmail. J'ai vérifié même sur mon compte personnel Gmail. Et j'ai bel et bien certains emails qui ont une petite puce jaune ou en or à côté du nom. Et quand vous passez la souris dessus, Google vous dit cet email a été enregistré comme étant important par Google. Donc, c'est-à-dire en fonction de l'activité que vous avez dans votre boîte mail, Google va pouvoir définir quelles sont les choses qui vous intéressent et faire en sorte de les mettre en avant. Donc ça, dans la stratégie email marketing du marketeur, ça change complètement la donne. C'est-à-dire que non seulement il faut se concentrer sur l'optimisation de ce qu'on peut faire là sur la newsletter au temps T, mais il faut en plus réfléchir au fait qu'il faut avoir une constance pour avoir une bonne réputation ou un bon comportement de vos abonnés quand vous leur envoyez des newsletters. Et en plus de ça, vous avez maintenant, c'est sur Outlook, c'est sur Gmail, sur Apple Mail, je crois pas encore, des indications comme quoi un expéditeur qui vous envoie un mail a été certifié. C'est-à-dire que le certificat d'authentification a été validé par l'envoi, par l'outil d'email que la société utilise. Donc, on donne beaucoup plus d'informations à l'abonné qu'avant, à savoir, si quelqu'un de confiance, il a fait ses certificats d'authentification, très bien. Vous pouvez vous désabonner si ça vous intéresse pas, même sans ouvrir le mail, ou sans parcourir le contenu. Et en plus, maintenant, on essaie de mettre en avant les contenus qui vous intéressent parce que vous avez eu un certain comportement sur tel ou tel email précédent. Donc, ça change quand même beaucoup de choses sur l'écosystème dans lequel il faut qu'on évolue sur cette partie email marketing. Alors, on va aller sur la... Je vais boire un petit peu d'eau. Et avant de passer à l'étape 2, je vais peut-être en profiter pour regarder les questions. Question pour tout à l'heure, comment s'assurer si un email arrive en spam? Alors, ça, il y a pas mal de règles à suivre. La première, ça reprend le dernier point que j'ai annoncé, c'est qu'il faut absolument faire en sorte d'authentifier l'email que vous envoyez. C'est-à-dire, quand vous envoyez un email, vous dites, voilà, ça vient de la part de @linatech.com. Maintenant, quand l'email est envoyé pour de vrai, il a une signature digitale. Et cette signature digitale, il faut la paramétrer. Et donc, si la signature digitale n'est pas la même que le nom que vous annoncez, donc par exemple, vous allez voir @linatech.com, mais la signature digitale, ça va être, je sais pas, le nom d'un serveur d'envoi xyz.com, il va dire, ah, le serveur de réception d'email, il va se dire, il y a un conflit. Un conflit, c'est pas bon. Point spam. Voilà. Donc, ce genre de choses, ça va faire en sorte de vous rajouter des points spam. Et quand vous avez assez de points spam, vous tombez en spam. Les points spam, ça va être aussi en termes de contenu. C'est quelque chose qu'on va voir après. Question pour tout à l'heure. Le mail est en croissance, mais sait-on si pour les jeunes aussi, ou est-ce que c'est has-been pour les nouvelles générations? Ah non, du tout. Ben, on a vu que la génération, ils ont changé de façon d'accéder au mail, mais ils accèdent toujours au mail. Les générations utilisent, les générations les plus jeunes utilisent, je crois que c'était 65% leur téléphone pour lire les emails. Donc c'est là où se dire, si jamais les emails que vous envoyez ne sont pas adaptés au mobile, là par contre vous perdez toute l'audience la plus jeune que vous avez dans votre base de données. Plus d'emails, mais écoute du RGPD, double opt-in, je ne suis pas certain, génération. Ça, en fait, le RGPD, c'est quelque chose qu'on avait abordé plus en détail l'année dernière. Là, j'en parle pas trop parce que normalement, c'est un peu de l'acquis. Mais le RGPD a fait maintenant, on envoie uniquement aux gens qui ont demandé de recevoir quelque chose. Donc, la réalité des faits, c'est que on va avoir des bases de données peut-être moins élevées que ce qu'on a pu avoir dans le Far West qui était digital jusqu'au moment où le RGPD rentre en place. Mais normalement, on va avoir des taux d'ouverture des toolkits qui vont être plus élevés parce que si quelqu'un s'est inscrit, a fait le double opt-in, a donné son consentement, etc. Donc, je rappelle le RGPD, tous ces prérequis, c'est en B2C. En B2B, c'est beaucoup plus relax. Mais ce que ça veut dire, c'est que quand on a une audience qui est beaucoup plus engagée comme ça, qui a fait tout le process pour être conforme
et veut continuer à recevoir des informations, les taux d'ouverture et les taux de clic vont augmenter. C'était il y a quelques années, je crois, c'était sur le salon du marketing, il y avait, je ne sais plus quel média qui passait, qui posait des questions. Et un des commentaires que j'avais eu, c'est, vous imaginez en B2C quand même, avant le RGPD, des bons taux d'ouverture, il fallait se dire, bon, il faut que je sois au-dessus de 10%, j'arrive à 20%, je suis très content, 25%, c'est la fête, etc. Et se dire, 25%, c'est un quart sur 100, c'est très peu. Donc que ces chiffres soient devenus à ce moment-là de bons chiffres, ça veut dire qu'il y avait un problème sur les tailles de base de données. Donc je pense que le RGPD a permis à nettoyer un petit peu tout ça. Comment éviter de tomber dans les spams? Je vais aborder quelques points, mais on va voir le reste. Quels outils conseillez-vous le plus dans l'automatisation des contacts et la collecte de données? Ça, normalement, il y en a beaucoup, des outils. Alors, la régie me dit que il y a des problèmes de son. Donc, si jamais vous avez un problème, n'hésitez pas, tapez-le sur les questions. Comme ça, moi, je pourrais voir avec vous. Mais continuons. Les bases de données. Donc là, on a fait l'étude des chiffres. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce qu'on a pas mal de choses à couvrir. Au niveau des conseils de ce qu'il faut faire, le pilier de votre stratégie marketing, email marketing, pardon, ça va être votre base de données. Si vous n'avez pas de base de données, si elle est peu qualifiée, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Donc, on va reprendre les bases. Votre base de données, est-ce qu'elle est à jour? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez des adresses vétustes? Est-ce que vous avez des adresses invalides? Est-ce que les désabonnements sont pris en compte? Ok, tout le monde me dit qu'il n'y a pas de problème de son parfait. Est-ce que vous avez une intégration avec un CRM, avec un ERP, avec d'autres systèmes? Donc, le fait de l'avoir autenté qui fonctionne, c'est très bien. Mais est-ce qu'elle est toujours fonctionnelle? Parce que ça, on le voit souvent. Il y a des intégrations qui sont faites, le flux, il fonctionne, et à un moment donné, on s'aperçoit que le flux, en fait, il s'est arrêté de fonctionner. Donc, c'est pour ça, par exemple, chez Liana, nous, on fait en sorte, sur tous les projets d'intégration, d'avoir une surveillance qui est constante. Comme ça, si jamais il y a un problème, nous, on le voit et on peut faire en sorte de le régler. Est-ce que c'est conforme au RGPD? Donc, pour le B2C, qui est beaucoup plus strict sur le RGPD, provenance de votre base de données. Comment est-ce que vous avez récupéré ces contacts? Sont-ils en double opt-in? Alors, je rappelle, le double opt-in n'est pas obligatoire dans le RGPD, mais en gros, il permet de confirmer quasiment tout ce que le RGPD demande. Le double opt-in, ça permet d'éviter l'usurpation d'identité, dans le sens où mon collègue de demain, Samuel, qui va faire le webinaire sur la marketing automation, je peux m'inscrire demain avec son adresse mail à une newsletter et puis il va la recevoir. Maintenant, s'il y a un double opt-in, si je m'inscris avec son adresse mail, c'est lui qui va recevoir l'email de confirmation. Donc là, il va avoir un email ou quelque chose qui s'est jamais inscrit. Et donc, il va pouvoir dire, non, non, ah, Jérémy, quelle blague. Mais l'idée, c'est le double opt-in, ça permet voilà, de confirmer que c'est bel et bien la personne qui a fait cette demande. Et est-ce que vous avez le consentement volontaire de ces contacts? Donc sur le RGPD, c'est volontaire, c'est-à-dire c'est pas un formulaire sur lequel il y a quelque chose de précoché et la personne s'inscrit, c'est comptabilisé. Non, il faut que la case soit vide et il faut qu'il coche pour dire oui. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut recueillir, stocker et faire en sorte d'avoir ces bases qui ont le consentement volontaire. Donc, première question sur les bases de données, est-ce qu'elle est à jour? Ça, vous pouvez vous la poser. Est-ce que dans la salle, tout le monde est persuadé que la base de données est à jour? Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de monde qui lève la main, donc il faut s'y mettre. Deuxième étape, base de données, est-ce que votre base de données est qualifiée? Donc, le fait qu'elle soit à jour, c'est très bien. Le fait qu'elle soit qualifiée, c'est encore mieux. Quelques questions, quelles sont les informations en fait que vous avez sur vos contacts? Est-ce que vous avez juste adresse mail ou est-ce que vous avez nom, prénom, adresse mail ou est-ce que vous avez encore plus d'informations qui vont pouvoir être utilisées pour faire de la segmentation, de la personnalisation, etc. Si vous avez que ça, il faut penser à mettre une stratégie en place pour récupérer des informations. Quelques conseils. Normalement, vous êtes présent sur plusieurs canaux. L'idée, c'est d'utiliser tous ces canaux comme des points d'entrée pour récupérer de l'information.
Quelques exemples. Formulaire d'inscription à une newsletter, téléchargement d'un guide, d'un livre blanc, inscription à un webinaire, à un événement, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Encore une fois, merci à vous tous, toutes et tous, pardon, de prendre un petit peu de temps pour nous joindre sur ce webinaire-là. Une connexion à un Wi-Fi, l'essai gratuit, ça on le voit beaucoup en ce moment, des essais à prix à tarif préférentiel ou gratuit sur une solution ou un service. Connexion à une application mobile, achat sur une boutique en ligne, il y en a beaucoup. Il faut voir quels sont ceux qui fonctionnent pour vous et lesquels vous pouvez utiliser pour récupérer ces informations, requalifier votre base de données. Est-ce que votre base de données est harmonisée? Alors j'adore ce mot, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, bon voilà, vous avez une base de données, vous avez plein de données. Sur chaque contact, vous avez nom, prénom, intérêt, code postal, fonction, titre, etc. Mais sur la tenue du fichier client, que ce soit sur un CRM, un ERP, etc. Je pense par exemple en B2B, comme ça je parle un peu de tout. On a un CRM qui est géré par des commerciaux qui vont entrer dans la valeur, dans la propriété titre ou fonction, des valeurs parce qu'ils ont la carte de visite, ils vont dire voilà, directrice marketing, tu crées directrice marketing. Celui à côté, il va voir marketing director, il va marquer marketing director, etc. Le problème, c'est que ça, c'est des dénominations différentes pour une information qui est la même. Le problème quand on fait ça, c'est que le marketeur, il va arriver, il va dire bon, impeccable, là il faut qu'on contacte toutes les personnes qui sont à la direction marketing, sauf que je me retrouve avec 5 dénominations différentes. Ça va être compliqué. Si pour chaque segmentation qu'il faut que je fasse, il faut que je fasse le travail de récupérer quelles sont les dénominations différentes, etc., etc. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment, ça c'est quelque chose qu'on voit très régulièrement, notamment les projets de mes clients, etc., des discussions entre l'IT, les équipes commerciales et les équipes marketing pour comprendre, faire un espèce de cahier des charges, savoir quelles sont les informations importantes, comment on fait pour qu'elles soient bien homogènes, harmonisées. Donc l'idée par exemple d'avoir un menu déroulant au lieu d'avoir un champ libre. Comme ça, le marketing dit bon bah c'est très bien, là on a direction marketing, direction commerciale, direction RH, etc. Comme ça, tout est homogénéisé et c'est une base de données qui par la suite va pouvoir être utilisable par les marketeurs sur toutes les stratégies de segmentation, de personnalisation. Et je parle de ça. Pourquoi? C'est parce qu'évidemment, on ne fait pas ça pour rien. Tout ce que j'ai pu raconter jusqu'à maintenant, c'est pas histoire d'avoir une jolie base de données, de la regarder, de se dire ah, c'est super. C'est d'utiliser toute cette donnée et ce travail qui a été fait pour structurer votre base de contact en différents listes segments. Donc, c'est d'utiliser toutes les informations qualifiées comme critères de segmentation. Donc, si on les a pas, on peut pas le faire. Quelques exemples, j'imagine que vous en avez déjà beaucoup. Le secteur d'activité, la région, est-ce que c'est un prospect, un client, quelle est la fonction de la personne, quel est l'intérêt, l'historique d'achat. Parce que ces éléments-là, on va pouvoir s'en servir pour faire de la segmentation. Faites en sorte que ces segments soient dynamiques. Ça permet que tous les segments soient mis à jour automatiquement en même temps. Ça, c'est plutôt de la partie technique de l'outil que vous utilisez. Par exemple, sur Liana Mailer, nous, on a cette fonctionnalité qui permet d'avoir une liste mère et de créer des sous-listes, donc des segments, des listes dynamiques, etc., qui découlent de cette liste mère. Et donc, quand on met à jour la liste principale, toutes les listes qui en découlent vont pouvoir être mises à jour également, ce qui permet de gagner énormément de temps. On a parlé de la partie base de données, maintenant contenu. Parce qu'on a une base de données, on est très content. Maintenant, il faut faire ce qu'on va envoyer. Le design. Alors, je le répète, pas de newsletter avec uniquement des images. Ça, c'est fini. Pourquoi? Peut-être que vous le demandez. Mauvaise délivrabilité. C'est-à-dire que on posait la question qu'est-ce qu'il faut pas faire pour éviter d'être en spam? Qu'il faut faire pour éviter d'être en spam? Ça. Parce que le fait d'avoir une newsletter qui n'est uniquement que des images, le robot en fait qui va scanner la newsletter sur le serveur de réception, il va se dire oh ça c'est des habitudes de spammer, c'est pas bon. C'est illisible si le destinataire a les images désactivées. Sur Outlook, sur Gmail, sur Apple Mail, on peut faire en sorte, et notamment en B2B, souvent dans les logiciels type Outlook qui sont configurés par l'IT, on peut avoir les images qui de base sont désactivées pour des raisons de sécurité. Et du coup, si vous envoyez ça,
la newsletter est vide, aucun intérêt. C'est non trouvable dans la barre de recherche de votre inbox. Ça, on n'y pense pas souvent, mais vous recevez une newsletter avec quelque chose, bon, admettons, vous avez des images activées, vous recevez une newsletter avec que des images. Vous voyez une promotion pour des chaussures, des mocassins, super, génial, moins 25%. Là, j'ai pas le temps, mais il faut que j'y revienne. Un jour après ou le soir même, vous revenez sur votre boîte mail, vous vérifiez vous vous rappelez plus le nom, mais vous savez que ça parlait de mocassin. Vous tapez au mocassin, ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le texte était dans l'image, du coup, il n'apparaît pas en tant que texte. Du coup, la recherche de texte ne va pas pouvoir récupérer le bon message. Faites en sorte d'offrir du contenu thématique pour les abonnés, personnalisé. Ça va être peut-être le grand point numéro 2 de toutes les choses qu'on va voir aujourd'hui. Le point 1, c'était faire en sorte d'optimiser son taux d'ouverture avec le titre. Le point 2, ça va être de personnaliser les contenus. Faire des call to action clairs. Vous voyez le magnifique bouton qui est à côté. Voilà, c'est ça dont on a besoin. Un gros bouton rouge, très simple, très clair, sur lequel on n'a qu'une envie, c'est d'appuyer. Comme ça, il n'y a aucun quiproquo. On comprend que l'information qu'on voit, le moyen d'y accéder, c'est de cliquer sur ce gros bouton rouge. Et c'est très simple pour tout le monde. Faites en sorte que les images, enfin que les boutons, pardon, les boutons d'action, les CTA, ne soient pas codés en tant qu'image, parce que même problème. Si c'est une image, le bouton il apparaît plus. Les boutons qui ne sont pas codés en tant qu'image, normalement, sont rectangulaires ou carrés. Toutes les autres formes fantasy, c'est des images. Donc faites attention à ça. Et ne prenez pas ça à la légère. C'est-à-dire, ayez quelqu'un vraiment en interne ou une agence qui puisse se concentrer là-dessus et faire en sorte qu'il y ait quelqu'un de dédié là-dessus. Alors, bonne nouvelle peut-être pas, c'est que les tendances, quand on sonde les marketeurs, c'est que à 61%, enfin 61,5%, les marketeurs pensent qu'il n'y aura jamais de template standard qui marchera partout. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est très important aujourd'hui de faire des tests pour que votre email, quand vous l'envoyez, il apparaisse bien sur Apple Mail, qu'il apparaisse bien sur Apple iPhone, qu'il apparaisse bien sur Gmail, etc., etc. Qui nous amène au point de la responsivité. Si on pense aux chiffres que je vous ai annoncés en début de webinaire, le mobile, il est en train de tout manger. Là, la moitié des emails aujourd'hui ouverts sont consultés sur mobile. Les chiffres que j'avais déjà annoncés l'an dernier, il suffit de 3 secondes pour un utilisateur pour qu'il supprime une newsletter si elle n'est pas responsive. Donc, vous avez votre téléphone, vous recevez une newsletter, pas responsive, je cherche même pas à lire, on supprime. L'avantage, et qu'on a vu sur le récap des top 10 des logiciels de réception d'email les plus utilisés, c'est que le monopole se concentre vraiment sur quelques acteurs principaux et le reste est gentiment en train de disparaître. Donc, il va y avoir de moins en moins de tests à faire sur les différents devices. Mais du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'il va quand même falloir faire ces tests-là parce que les logiciels sont régulièrement mis à jour, les logiciels de réception d'email, notamment avec les grandes nouveautés que j'ai annoncées sur Gmail, Outlook, etc., du fait de pouvoir avoir des boutons d'action beaucoup plus complets, complexes qu'uniquement renvoyer sur un lien. Un bon titre, s'il vous plaît. On a vu que les deux choses les plus importantes pour que quelqu'un ouvre votre email, c'était est-ce que la marque est connue, est-ce que vous êtes connu de la personne qui reçoit, et est-ce que le titre donne envie d'ouvrir. Donc, ce qu'on peut faire avant que quelqu'un ouvre, on a 4 choses. On a le nom de l'expéditeur, on a l'adresse email de l'expéditeur, on a le titre, l'objet de la newsletter, et on a un petit aperçu du contenu. Donc ça, c'est les 4 choses sur lesquelles on peut avoir la moindre influence avant que quelqu'un ouvre la newsletter. Faites en sorte d'optimiser votre taux d'ouverture avec le meilleur titre possible. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. Au tenté, j'envoie ma newsletter demain, je ne sais pas lequel de mes 2 titres va le mieux marcher. Utilisez des solutions qui vous permettent de faire de l'A/B test sur le titre, par exemple. Je vois, c'est une des solutions qu'on utilise, une des options, pardon, que notre client utilise beaucoup sur l'ANMLR, c'est de se dire, je sais pas, peut-être que je pars sur quelque chose de très corporate, peut-être que je pars sur quelque chose de plus funny, de plus dynamique, etc. Donc, c'est de pouvoir faire des tests. Ensuite, vous avez les chiffres qui parlent et qui disent, voilà, ce titre-là, il marche à 7%
d'ouverture en plus que l'autre. Render Forest nous avait dit, le mot vidéo dans un titre augmente le taux de clic de 19%, c'est pas rien non plus. Utilisez aussi une solution qui permet de personnaliser l'aperçu du contenu. Donc l'aperçu du contenu, c'est avant d'ouvrir l'email, vous avez un petit bout de texte qui apparaît et ça vous permet de le personnaliser parce que souvent en fait c'est la première ligne de contenu qui apparaît dans la newsletter qui est mentionnée ici. Et très très souvent, une newsletter HTML, c'est si vous voulez cliquer, si vous voulez faire apparaître votre newsletter sur un navigateur, cliquez ici. Et ça me donne pas beaucoup plus envie que ça de cliquer sur la newsletter et de l'ouvrir. Donc un bon titre, c'est très très important. Une fois qu'on a ouvert, il va falloir se démarquer. Alors, il faut utiliser, parce que il y a eu ce grand process de démocratisation de l'email marketing où tout le monde commençait à avoir, grâce aux toutes les solutions freemium, etc., des templates sympas qui avaient une allure professionnelle, qu'on pouvait facilement modifier, etc. Mais le problème, c'est qu'ils sont quand même standards entre eux. Si je reçois une newsletter aujourd'hui, je la regarde, j'arrive au footer, je me dis, OK, bon, ça c'est Mailchimp, tout le monde a le même. Donc, pour se démarquer, il faut penser à faire des templates sur mesure pour que vous puissiez vraiment vous démarquer de l'océan d'autres newsletters, parce qu'il y en a quand même beaucoup, qui se ressemblent. Intégrer du contenu dynamique. Pensez à vous tenir au courant de ce qui est possible. Par exemple, sur les différents points de contenu que je vous ai annoncés, des vidéos, des GIFs, des boutons, des formulaires, des boutons d'action pour acheter, etc. Et le troisième point peut-être sur les grandes nouveautés ou les grandes tendances de cette année, c'est de raccourcir la taille de vos newsletters. On va vers quelque chose de beaucoup plus épuré, plus clair, plus court. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des boutons d'action clairs et surtout d'avoir beaucoup de personnalisation. Vous pouvez aussi utiliser des landing pages pour compléter en fait vos newsletters, pour qu'au lieu de rediriger vers votre site principal ou sur la page d'accueil de votre site ou de votre blog, vous puissiez avoir une page dédiée qui soit en lien avec la newsletter que vous êtes en train d'envoyer. Et le dernier point, ça va être de personnaliser. C'est très très important aujourd'hui. C'est aussi pour ça qu'on fait tout le travail que je vous ai décrit jusqu'à maintenant de qualification, d'harmonisation de votre base de données, parce que ça permet d'avoir certains contenus qui sont personnalisés en fonction de l'audience, sachant que cette personne elle est plus intéressée par le matériel de piscine, on ne va pas lui proposer un vélo ou une selle de cheval. Donc c'est important d'avoir ces informations-là pour ensuite pouvoir faire de la recommandation adaptée à ces contacts-là. Concentrez-vous sur un contenu plus court et plus pertinent. Ça, vraiment, je vais le répéter tout au long de cette présentation. Donc, en termes de stratégie, je vous ai préparé 2 slides, vraiment straight to the point, le b.a.-ba de ce qu'il faut faire en email marketing, si vous voulez un récap assez court et efficace. Une base de données saine et à jour. Un sujet, un titre, un objet d'une newsletter qui gagne. Quand je veux dire qui gagne, c'est qui est performant, qui est optimisé. Un nom d'expéditeur reconnu. C'est-à-dire, je reçois une newsletter de votre part, je sais d'où ça vient. Parce que dans les certaines stats que j'ai pas affichées là, mais que j'ai pu éplucher, il y a beaucoup de gens qui étaient contre le fait de recevoir des newsletters de marques dont ils ne se rappelaient même pas s'être inscrits. Il faut que le contenu soit simple et facile d'accès. Donc facile d'accès, un bouton très simple en plein milieu sur lequel on appuie pour avoir accès à l'information. De la personnalisation. Pourquoi? On veut du contenu plus court, mais il faut que le contenu du coup soit plus pertinent. Ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant, c'était avoir des newsletters peut-être un peu plus longues, mais qui couvraient pas mal de sujets parce qu'on voulait que parmi les 4-5 sujets qui étaient abordés pendant la newsletter, sur la newsletter, sur toute l'audience à qui on balançait ça, chacun allait y trouver son intérêt. Et là, ça y est, on n'y est plus à ça. Maintenant, il faut vraiment passer sur des contenus plus courts pour capter uniquement l'attention de la personne sur le sujet qui l'intéresse et pas lui dire, voilà, parcours cette newsletter, il y a 5 articles, 5 blocs, il y en a 3, ça va pas t'intéresser, mais peut-être qu'il y en a un ou deux, ça t'intéressera.
Il faut que ce soit aussi optimisé sur mobile, c'est obligatoire. On en parlait comme étant quelque chose d'important, etc. Mais là, on a passé le cap. Je pense que l'année prochaine, le mobile aura pris le dessus complètement sur l'ordinateur de bureau. Et s'il vous plaît, utilisez vos stats. Je ne sais pas quel outil d'email marketing vous utilisez, mais normalement, vous avez un minimum de stats. Le taux de délivrabilité, le taux d'ouverture, le taux de clic, le taux de désabonnement. Quelles sont les zones chaudes de votre newsletter? Donc, quelles sont les zones sur lesquelles les gens cliquent le plus? Donc, pour identifier quels sont vos meilleurs contenus et se concentrer là-dessus, analyser la réactivité d'une liste ou d'un segment sur la communication que vous leur envoyez. Trop souvent, on va dans l'onglet rapport sur toutes les newsletters qu'on a envoyées et on se dit, bon, ben voilà, celle que j'ai envoyée le 1er mars, super, il y a eu des bons taux d'ouverture, bons taux de clics, je suis content. Celle d'avril, oh, bon, bah, on a eu des bons taux, etc. Mais maintenant, la donne a changé. C'est-à-dire que, certes, ces stats-là sont importantes, mais maintenant, il faut se concentrer sur l'individu. Vous n'avez pas forcément les données ou la maturité digitale pour avoir vraiment du one-to-one. Très peu de gens l'ont, de sociétés l'ont, mais au moins par segment, par liste. Donc, se mettre du point de vue d'une liste et de vérifier leur comportement par rapport à ce que vous leur envoyez. Parce que c'est ça, en fait, qui devient le plus important. C'est est-ce que ce que vous envoyez, ça marche? Est-ce que cette liste est bien réceptive au contenu que vous lui envoyez? Parce que si elle ne l'est pas, il faut régler le problème très rapidement parce qu'on a toutes ces nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur Gmail, etc. Si en fait ça marche pas pendant très longtemps, vous n'allez pas être mis dans les emails importants et vous allez très rapidement disparaître. Ça va se faire doucement, mais vous allez plus du tout être dans la priorité de sa boîte mail. Donc c'est vraiment important de se mettre du point de vue de l'utilisateur, savoir est-ce que lui est intéressé par ce que je lui envoie. Pas juste regarder, ma newsletter a bien marché, oui, non. Utilisez donc concrètement ces stats pour améliorer la stratégie. Il ne faut pas que ce soit dans votre outil, je sais pas, Liana Mailer, par exemple, vos rapports, vous y allez de temps en temps pour voir si les chiffres sont en baisse ou en montée, etc. C'est vraiment d'utiliser ces chiffres pour adapter votre stratégie. Mes prédictions sur l'évolution de cette magnifique discipline qu'est l'email marketing. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que déjà, ce canal a un avenir? Les marketeurs sont d'accord. À plus de 66%, tout le monde pense, enfin non, à plus de 66% des gens pensent que le ROI de l'email marketing va au minimum rester le même ou augmenter. On a quand même 46,5%, qui est la majorité parmi les trois options, qui pensent que le ROI va ne faire que monter. Et je pense que je fais partie de ces gens-là qui pensent que ça va continuer à augmenter. Ce qu'on voit aussi, c'est que le nombre d'emails envoyés et reçus n'arrête pas d'augmenter. Donc, on n'est pas du tout sûr, parce qu'on entend souvent des gens dire oui, mais l'email, ça marche pas, etc. Mais toutes les données nous disent le contraire. C'est en augmentation, ça n'arrête pas de croître et les prédictions vont dans ce sens-là. Chaque système qui reçoit des confirmations ou transmet des informations, comme ce qu'on peut avoir, je sais pas, confirmation de billets d'avion, vous êtes bien inscrit pour un spectacle, pour un guide touristique, etc. Vous recevez un email. Donc toutes ces idées de confirmation, etc., ça passe par email transactionnel. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a de plus en plus d'emails invisibles, alors qu'ils ne sont pas vraiment invisibles, mais c'est des emails qui n'ont quasiment pas de contenu. C'est juste un titre avec un fichier à l'intérieur ou une action qui va transmettre de l'information quelque part. Invitation calendrier, j'imagine que vous en recevez régulièrement, que vous en envoyez régulièrement aussi. Ça envoie un email automatiquement. La personne a juste à cliquer sur oui et hop, on transfère l'information d'un calendrier à un autre calendrier via l'email. Même chose, je vois nous par exemple en B2B avec un CRM, vous avez un CRM, vous voulez envoyer une invitation pour un rendez-vous à un client, à un prospect, vous l'envoyez depuis le CRM, c'est un email qui part du CRM, qui arrive au calendrier du commercial et du prospect, qui ensuite valide dans leur calendrier l'événement. Un autre exemple, les cartes d'embarquement. Aujourd'hui, maintenant, vous
commandez, enfin vous achetez un billet d'avion, vous allez recevoir l'email de confirmation comme quoi la transaction s'est bien faite, et vous allez aussi recevoir un email, pas forcément très intéressant, mais vous avez la carte d'embarquement dedans, et selon l'outil que vous utilisez, vous allez avoir directement par exemple votre portefeuille sur iPhone, le wallet, qui va vous dire, ah, j'ai repéré qu'il y avait une carte d'embarquement dans votre boîte mail, est-ce que je la rajoute directement dans le portefeuille? Donc, tous ces éléments tous ces process utilisent l'email. Donc, l'email va peut-être être modifié un petit peu ou va être complété par ce genre de choses, mais ça va toujours être une des tuyauteries les plus utilisées pour transmettre de l'information et être un canal qui vraiment génère du business. On en a beaucoup parlé pendant des années, l'année dernière, l'année d'avant, le marketing automation, les TMP, l'intelligence artificielle, le machine learning, les mots-clés, en voici, en voilà, etc. Sauf que là, on y arrive pour de vrai. On a 66% des marketeurs aujourd'hui qui pensent, qui sont d'accord sur le fait que les intelligences artificielles vont devenir des copilotes dans la vie du marketeur parce que on voit que ce qui devient le plus important, c'est la pertinence des titres, la pertinence du contenu, les recommandations à l'intérieur du contenu, savoir qu'est-ce qu'on va afficher, de la personnalisation, etc. Et c'est là où l'intelligence artificielle va pouvoir brasser un nombre immense de données et pouvoir aider le marketeur à proposer des choses des plus pertinentes. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que il y a pas mal de présentations ou d'outils, etc., qui parlent de single customer view, mais on n'y était pas jusqu'à maintenant. En gros, le single customer view, c'est vraiment cette vue individuelle pour un client, pour un prospect, sur tous les différents points d'entrée, sur tous les différents canaux sur lesquels il a pu avoir une action, avoir ça centralisé. Et en fait, aujourd'hui, avec les progrès du machine learning, des intelligences artificielles, on va pouvoir brasser toutes ces informations pour répondre à beaucoup des défis que la newsletter a aujourd'hui. Parce que ce qu'on aimerait faire, si on peut le faire manuellement, c'est ultra chronophage. Donc c'est là où si on a un assistant intelligence artificielle qui peut aider les marketeurs à proposer quelque chose de plus pertinent en termes de titres, d'objets de newsletter, de contenu, etc. Donc, pertinence du contenu court, simple et personnalisé. On se dirige vers ça. On veut plus une newsletter très longue avec plein de choses qui nous intéressent pas. On veut quelque chose de très court avec quelque chose qui nous intéresse que nous, que moi. L'exigence de l'audience. Plus ça va, plus l'audience, en fait, elle a le pouvoir de se désabonner, de faire en sorte que le contenu ne s'affiche même pas parce que ça l'intéresse pas, euh, via les outils que cette personne utilise, donc les logiciels de réception d'email, etc. Donc, ça devient de plus en plus exigeant de la part de l'audience, en fait, en termes de qu'est-ce qu'ils reçoivent, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qui va faire qu'ils vont s'engager dans la newsletter que vous leur envoyez. Et du coup, qu'est-ce que ça va pouvoir automatiser? Tout ce qui est recommandations, tout ce qui est rapport, parce que du coup, les données, il faut les traiter, mais en plus de ça, il faut les lire et s'en servir. L'optimisation créative, donc quel est le type de contenu qui fonctionne? Est-ce que c'est avec une image? Est-ce que c'est avec une vidéo? Est-ce que c'est avec un GIF? Est-ce que c'est etc. Et même d'intégration, vérifier que l'information elle est bien passée du point A au point B. Tout ça, ça va pouvoir être automatisé. Et honnêtement, on pense un petit peu à Minority Report ou des films de science-fiction, mais ça y est, pendant très longtemps, en fait, on a attendu, on en a parlé sur des événements type marketing, etc. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de sociétés ont assez de données qu'elles ont récupérées pendant les 3-4 dernières années pour se mettre maintenant vraiment à l'automatisation one-to-one. Et les dernières prédictions qui sont sur la partie sécurité et contrôle des données, donc ça reprend un peu certaines questions qui étaient sur le RGPD. Le RGPD, donc c'est le Règlement général pour la protection des données, c'est effectif en Europe pour les données de citoyens européens, mais il n'a pas fallu longtemps, pardon,
pour que dans d'autres pays, en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, même au Brésil, ce type de règlement soit mis en place pour vraiment limiter le Far West qui était le digital, sur lequel on peut faire ce qu'on voulait, envoyer ce qu'on voulait à qui on voulait, combien de fois on voulait, etc. Et clairement, les marketeurs le savent. C'est que il y a que 6,5% qui pensent que ça va diminuer ce genre de restrictions. Clairement, on est sur quelque chose qui va continuer, donc qui va se démocratiser un peu plus à travers autour du globe, mais qui risque même de se durcir sur certains de ces zones-là. Donc voilà sur les prédictions sur cette année et les années qui vont venir. Ce que j'aime bien, c'est en regardant les prédictions que j'avais fait l'an dernier, elles ont quasiment été validées cette année. Donc vraiment sur la partie augmentation des possibilités techniques, de ce qui est possible de faire à l'intérieur d'un email. Là, on voit Gmail, Outlook, ça y est, ils sont prêts. Maintenant, je pense qu'il faut que ça se démocratise un peu plus pour que on voit plus de newsletters qui utilisent ces fonctionnalités-là, mais elles le sont. Donc clairement, on a un horizon qui s'ouvre devant nous, qui sur la partie email marketing qui est considérable. Il est 31. On a commencé à 5, un peu plus. Donc il me reste un petit peu de temps pour adresser cette partie aide sur la communication de crise. Qu'est-ce qui peut marcher en ce moment. Du coup, je vous ai fait un top 3 qui, mine de rien, peut avoir un impact considérable sur ce que vous allez pouvoir faire dans les jours, les semaines à suivre. Ça vient confirmer, valider ce que j'ai pu dire sur pas mal de choses, notamment sur le titre. C'est drôle parce que quand je me suis renseigné sur toutes ces choses-là, en parlant avec d'autres experts, etc., la première chose dont on a parlé, c'est le titre, c'est les fameux updates Covid-19, etc., mise à jour. Et suite à cette réalisation, j'ai vu peut-être une dizaine de mails arriver dans ma boîte mail où ce mot-clé apparaissait. Tout le monde l'utilise. Moi, je les supprime un par un, quoi. Donc, faites vraiment attention sur la formulation, l'intitulé des newsletters que vous allez envoyer, notamment là aujourd'hui dans cette période de crise. Ne tombez pas dans le panneau de quelque chose comme mise à jour Covid-19 qui est surfait, que tout le monde utilise. Vous allez tomber dans l'océan de tous les autres emails qui sont envoyés comme ça. Faites des newsletters internes. Ça, même nous, chez Lina, je le vois, on a beaucoup plus de communications qui sont faites en interne. Je le vois aussi chez beaucoup de clients. Chez mon client Colas, par exemple, si les newsletters internes sont beaucoup utilisés, bah, c'est vrai, avec le télétravail, avec la communication qui est beaucoup plus compliquée, le fait d'utiliser de la newsletter interne, ça permet de garder ce contact. Et ce qu'on voit, c'est que d'après une étude de Tribal Impact, 74% des employés ont l'impression de rater de l'information interne pendant cette crise. Donc si vous ne le faites pas, dites-vous vraiment, il faut s'y mettre parce que certainement en face, vos employés, vos collègues n'attendent que ça. Et le dernier point, qui n'en est pas des moindres, c'est d'amplifier en fait la portée de votre communication en utilisant le canal SMS. Le problème du télétravail, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément accès à leur adresse email, notamment en B2B, l'adresse email professionnelle. Donc, alors qu'on peut avoir facilement le SMS. Donc, c'est de réfléchir à est-ce que le canal du SMS peut venir compléter, amplifier votre communication que vous faites d'habitude par SMS, par email, pardon. J'ai plusieurs clients qui font ça. On a vu ça chez Liana. C'est quelque chose sur lequel il y a un intérêt majeur parce que on voit que le taux de réactivité sur l'email n'est pas forcément aussi élevé qu'il ne l'était avant la crise et que il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à leur boîte mail. Donc le fait d'utiliser le SMS pour envoyer par exemple une version archivée de la newsletter par SMS, on reçoit un SMS, on clique dessus et hop, ça ouvre la newsletter sur le navigateur de votre téléphone. Et donc ça vient encore valider et confirmer tout ce qu'on a pu parler sur l'aspect responsive d'une newsletter, qui est quelque chose de vraiment très important. Mais donc voilà, le canal SMS, réfléchissez si ça peut être quelque chose. Ça peut marcher en B2B, ça peut marcher en B2C, ça peut marcher pour des événements
type webinaire. Ça peut marcher pour des rappels d'événements X, Y, Z, pour des rappels de paniers abandonnés, pour tout simplement envoyer une newsletter interne parce qu'on sait qu'il y a certaines équipes qui n'ont pas accès à leur boîte mail. Voilà trois conseils qui peuvent vous aider sur ces temps un peu difficiles. Donc voilà. Alors j'ai réussi à faire tenir ça à peu près en 1 heure en ayant répondu à beaucoup des questions qui m'ont été posées. Donc merci à tous. Si vous avez des questions qui sont différentes de celles auxquelles j'ai déjà répondu, n'hésitez pas à envoyer ça directement. Ah, mais ça marche mieux quand je descends. Alors, il y avait effectivement des questions, ça va me permet d'y répondre maintenant. Alors, en B2B, à partir du moment où on a une carte de visite donnée par le contexte email, peut-on l'ajouter à notre base de données? Oui. En B2B, en fait, ce qu'il faut faire, c'est le droit de se désabonner. Alors qu'en B2C, il faut avoir le consentement avant de pouvoir envoyer. Si le header contient une image, puis le reste en texte-image, est-ce une bonne pratique ou quelle taille d'image maximale pour le header? Alors, on parlait de ce qu'il faut éviter pour les spams. Il faut jamais faire que des images et il faut faire en sorte que le ratio texte-image soit équilibré. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait beaucoup plus d'images que de blocs texte, par exemple. Mais si vous arrivez à avoir quelque chose d'équilibré, vous pouvez avoir des images. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'images, mais il faut éviter d'avoir une newsletter qui n'a que des images. Du coup, vaut-il mieux avoir plusieurs newsletters sur plusieurs thématiques plutôt qu'une seule? Ça peut être, ça dépend vraiment de vos ressources en interne et d'à quel point vous pouvez facilement dupliquer un template pour avoir des newsletters quasiment différentes, mais sur des thèmes différents. J'ai pas mal de clients qui font ça, c'est-à-dire ils ont un template pour le thème 1, un deuxième template pour le thème 2, pour le thème 3, et du coup, au lieu d'envoyer quelque chose de très très long, ils envoient des choses plus courtes, pardon, sur chacun des sujets différents. Avez-vous un exemple de newsletter à nous montrer qui met en avant vos conseils? Je n'ai pas préparé ça, mais ça peut être quelque chose que je vais noter et qu'on vous fera suivre, à mon avis, dans les différentes communications qu'on pourra vous envoyer. Comment identifier les zones chaudes de votre newsletter? Alors, ça, normalement, ça, c'est technologique. Donc, si votre outil ne le fait pas, n'hésitez pas à contacter l'équipe Kiana ou moi-même pour qu'on regarde ensemble ce qu'on pourrait faire pour vous. Parce que, par exemple, Kiana Mailer, dans la partie rapport, à ce que nous, on va appeler la carte des températures. Et donc, on voit les zones chaudes, les zones froides. Donc, on comprend rapidement ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien. Bonjour, est-ce que tout cela fonctionne également avec des cibles scientifiques telles que des chercheurs, des doctorants, car ce sont des cibles bien spéciales? Mais en fait, c'est là où l'avantage de l'email marketing et du marketing digital en général, c'est d'avoir les chiffres. C'est-à-dire, on ne fait pas des peut-être en tergiversant, en faisant des théories, etc. On va sur les rapports, on voit combien ont ouvert, combien ont cliqué, qui a ouvert, pourquoi, quels sont les sujets qui les intéressent, quels sont les liens sur lesquels ils ont cliqué. Donc, on peut comprendre la façon dont une audience réagit, quelle que soit cette audience. Mais il faut mettre le temps et la matière grise pour étudier ces chiffres-là et en déduire des choses intéressantes. Sur le business saisonnier, à quelle fréquence conseillez-vous devoir envoyer une newsletter B2B et B2C? L'idée est de ne pas abreuver de newsletters les deux cibles. Je pense que sur la partie, parce que même sur des business qui ne sont pas en saisonnier, il y a des périodes d'activité. Souvent, ce que les marketeurs font, c'est qu'ils ont un calendrier éditorial sur l'année à se dire, voilà, janvier, il faut que je parle de ça, mars, il faut que je parle de ça, etc., etc. Donc, même si vous êtes sur un business saisonnier, je pense qu'il faut faire quelque chose de similaire. C'est préparer la saison qui arrive, quel est le contenu qu'on va envoyer pendant la saison en question, qu'est-ce qu'on va envoyer juste après, comment on va préparer celle d'après, etc. Donc, je pense que de toute façon, il faut garder en tête le concept de pression marketing, c'est-à-dire qu'on ne veut pas inonder complètement une base de données avec des newsletters sur une période trop courte.
mais c'est de suivre l'évolution des chiffres et de réagir en fonction. On parle beaucoup de la méthode agile, mais c'est ça en fait. C'est, faut pas se dire tête baissée, j'ai mon plan sur les 6 prochains mois, je le fais, point barre. J'ai mon plan sur les 6 prochains mois, très bien. Je fais l'étape 1, je regarde les résultats. Si c'est une catastrophe, je change mon plan sur les 6 prochains mois. En fait, je continue pas à tête baissée. Merci Jérémy. Mais écoutez, merci à vous. Merci Jérémy, j'attends votre présentation. Ça vous sera envoyé. Notre brillante équipe marketing va faire en sorte de vous envoyer tout ça. Donc voilà, je vois plus de questions. Ah si, ça arrive. À votre sens, quels sont les critères de mesure à prendre en compte pour améliorer la newsletter à part le taux d'ouverture? Quels critères pour l'aspect qualitatif? Je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de vérifier quels sont les appareils que votre audience utilise le plus. Parce qu'admettons, vous avez un template qui marche très bien sur Gmail, sur Outlook, que ce soit en mobile ou en desktop, mais vous apercevez que votre base de données, en fait, à 37%, utilise Apple Mail. Et en fait, votre template, il apparaît pas très bien sur Apple Mail. Donc, c'est d'utiliser ces données-là aussi pour garantir que l'email que vous envoyez s'affiche de façon correcte sur tous les devices que votre base de données, utilise. Et je pense que l'autre point important, c'est ce que j'expliquais, c'est ne pas regarder le taux d'ouverture de l'envoi que vous avez fait, mais aller sur le profil d'une liste et de vérifier comment cette liste réagit aux envois qui sont faits. Et ça, par exemple, sur l'INMLR, on peut avoir ce changement de point de vue et de regarder sur je sais pas, la liste A, l'historique de tout ce qui leur a été envoyé et de voir leur taux d'ouverture, cette liste, moyen, leur taux d'engagement, de clics, etc., le taux de désabonnement, et du coup de se dire, bon, bah, cette newsletter, au final, elle marche bien, mais en plus de ça, elle est très bien reçue par cette liste-là. Parce que si vous envoyez une newsletter à plusieurs listes, ça se peut qu'il y ait une liste qui réagisse très bien, une autre qui réagisse pas bien du tout. Donc c'est important euh, de surveiller tout ça. La liste, c'est un segment sous Mailchimp. Je pense, ouais. J'ai pu utiliser Mailchimp, mais bon, pour moi, ça a été assez compliqué assez rapidement. Je suis habitué en fait à Liana Mailer et je trouve que la gestion de liste est quand même très très pratique sur Liana Mailer. Mais donc, merci à tous, merci Guillaume, merci Pascal, merci à tous d'être venus, merci Laetitia. Merci Faustin, merci Dominica, merci Sophie, ça fait vraiment plaisir. J'espère que ce webinaire vous aura servi. De toute façon, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir l'enregistrement, vous allez recevoir les slides que j'ai pu vous montrer. Et je vous conseille, si vous ne l'avez pas déjà fait, de vous inscrire demain à la même heure pour le webinaire que Samuel Plasman, mon collègue, va pouvoir présenter euh, sur le sujet du marketing automation, donc qui est un peu l'étape au-dessus en termes de maturité digitale, si je peux dire, que la newsletter. Merci Marie-France, merci Daphné, vraiment merci beaucoup. Je rends l'antenne, je vais essayer de comprendre comment je fais ça. Ouais, je pense qu'il va falloir que j'appuie là-dessus. Mais encore une fois, merci à tous, très bonne fin d'après-midi et au plaisir de discuter de tout ça ensemble. Au revoir.